Le mal de dos. Qui n'en a jamais souffert, franchement, c'est quasi universel. Malheureusement, oui. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, et si les tensions au bureau, ces frictions, parfois quotidiennes avec les collègues ou même la hiérarchie, si ça pouvait être en quelque sorte la cause d'une douleur lombaire qui s'installe, une douleur chronique? C'est une question très pertinente. Eh bien, c'est justement la piste qu'a explorée une étude allemande assez récente, et c'est ce qu'on va regarder de plus près ensemble aujourd'hui. Tout à fait. On va décortiquer ça. Alors juste pour qu'on mesure bien de quoi on parle, quelques chiffres rapides. La lombalgie, le mal de dos simple, ça touchait déjà 619 millions de personnes dans le monde dans 2020. C'est énorme. Et les projections pour 2050, attention, on parle de 843 millions. C'est vraiment colossal. Mais nous, on va se concentrer sur la forme chronique. Oui, celle qui dure. C'est ça, celle qui s'installe plus de 3 mois. Ça concerne environ 10% des cas, peut-être. Mais c'est une cause majeure d'invalidité dans le monde. En effet. Et c'est crucial de comprendre d'emblée que cette lombalgie chronique, c'est complexe. C'est jamais le résultat d'une seule cause unique. Ouais. Il y a bien sûr les facteurs physiques évidents, l'intensité de la douleur, la gêne dans les mouvements, mais il y a aussi tous les aspects psychologiques. Comme l'anxiété, la dépression? Exactement. Ça s'entremêle très souvent. Et puis, il ne faut pas oublier tout le contexte socio-professionnel, le travail, l'environnement. D'accord. Et si on sait par exemple que porter des charges lourdes ou avoir des postures difficiles au travail, ça peut être lié à la lombalgie chronique, pour les facteurs psychosociaux, c'est plus flou. C'est-à-dire? Le stress, l'ambiance au travail, la qualité des relations, les études donnent parfois des résultats contradictoires. C'est pour ça que cette étude allemande est intéressante. Parce qu'elle cible un truc précis. Voilà. Elle zoome sur un facteur psychosocial très spécifique, le conflit interpersonnel au travail. Le conflit au travail. Définissons-le simplement. Ce sont ces interactions tendues, ces désaccords un peu marqués, que ce soit entre collègues ou avec un chef, quoi. C'est ça. Et ce n'est pas rien, on estime que ça touche environ 13% des travailleurs. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de voir si cette étude allemande confirme un lien direct entre ces conflits et le risque qu'un mal de dos devienne chronique, sur une période de 5 ans. C'est exactement la question posée par les chercheurs. Pour y répondre, ils ont utilisé une base de données allemande assez impressionnante, Disease Analyzer. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle compile des données anonymisées venant de très nombreux cabinets médicaux, généralistes et spécialistes. Ça donne accès à énormément d'informations. Diagnostic, prescription, données démographiques. D'accord. Et comment ils s'en sont servis? L'idée de base, c'était d'identifier un groupe de patients, des adultes entre 18 et 65 ans, qui avaient signalé un conflit au travail pour la première fois entre 2005 et 2022. Ça, c'était leur groupe conflit. Ok. Mais le point vraiment crucial, c'était la comparaison. Ils ont comparé ce groupe conflit à un groupe contrôle sans conflit signalé. Et ce groupe contrôle était beaucoup plus large, mais surtout il a été sélectionné très méticuleusement. C'est-à-dire comment ils ont fait? Ils ont utilisé une méthode d'appariement par score de propension. En gros, pour chaque personne du groupe conflit, ils ont trouvé 5 personnes dans la balle de données qui lui ressemblaient le plus possible sur plein de critères. Quels critères, par exemple? L'âge, le sexe, la fréquence des consultations médicales annuelles et même des antécédents médicaux importants. Est-ce qu'ils avaient déjà eu mal au dos, mais plus d'un an avant? Est-ce qu'ils avaient des diagnostics comme la dépression, des troubles anxieux, du stress, des troubles du sommeil? Ah oui, donc ils ont vraiment essayé d'isoler l'effet du conflit. Tout à fait. L'objectif de cet appariement très rigoureux, 5 témoins pour un cas, c'est solide. C'était vraiment de neutraliser au maximum les autres différences pour voir si le conflit lui-même avait un impact. On compare des profils très similaires, donc la seule différence majeure étant ce conflit déclaré. Et ensuite, on regarde ce qui se passe dans le temps. Exactement. Ils ont suivi ces 2 groupes sur 5 ans. Ils ont regardé qui, dans chaque groupe, recevait un diagnostic de lombalgie chronique dans les 5 années suivant la date du conflit ou une date équivalente pour le groupe contrôle. Et il y avait une condition importante avant, non? Oui, très importante. Il fallait s'assurer que personne, ni dans le groupe conflit, ni dans le groupe contrôle, n'avait eu de diagnostic de lombalgie dans les 12 mois juste avant cette date de référence. Pour être sûr qu'on observe bien l'apparition de la chronicité après le conflit potentiel. C'est ça, pour essayer de capter le passage à la chronicité. Ensuite, des analyses statistiques, type Kaplan-Meier et régression de Cox, ont permis de calculer l'incidence cumulée et de mesurer si le groupe conflit avait un risque plus élevé. Bon, ok, la méthode semble assez robuste. Alors, on a nos groupes. D'un côté, environ 17 000 personnes avec conflit signalé,
âge moyen presque 40 ans, 63% de femmes. C'est ça? Et de l'autre, un gros groupe contrôle de presque 85 000 personnes, sans conflit signalé, mais très similaire sur l'âge, le sexe, et même sur les anciens problèmes de dos, apparemment. Oui, c'est un point intéressant. Environ 44% des gens dans chaque groupe avaient eu des diagnostics de lombalgie plus de 12 mois avant la date de référence. Donc sur ce point-là aussi, les groupes étaient comparables. D'accord. Alors, la grande question. Le résultat principal, est-ce que le conflit au travail fait pencher la balance vers la lombalgie chronique? Eh bien, attention, roulement de tambour. La première analyse, celle qui regarde tout le monde ensemble, elle est surprenante ou peut-être décevante, ça dépend du point de vue. Ah, Sur l'ensemble de ces plus de 100 000 personnes suivies pendant 5 ans, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes. pas de différence. Du tout. Presque pas. On a environ 12% des personnes du groupe conflit qui ont développé une lombalgie chronique en 5 ans, contre 11% dans le groupe contrôle. C'est très proche. Ah oui, c'est minime comme écart. Le calcul statistique, le hazard ratio ou HR, est à 1,07, avec un intervalle de confiance qui va de 0,99 à 1,14. Comme cet intervalle inclut la valeur 1, on ne peut pas affirmer que l'association est significative globalement. D'accord, donc l'intuition de départ, tension au boulot égale mal de dos chronique, elle ne serait pas confirmée par cette étude, en tout cas pas pour tout le monde. On pourrait presque conclure que, bon, ça ne joue pas tant que ça. On pourrait être tenté de s'arrêter là, oui, mais ce serait vraiment dommage, parce que c'est justement là que l'étude devient passionnante. Ah, il y a un mais. Il y a un gros mais. En fait, les chercheurs ne se sont pas arrêtés à cette analyse globale. Ils ont affiné, ils ont regardé dans des sous-groupes plus spécifiques. Et là, le tableau change du tout au tout. D'accord, alors allons-y pour les détails. Où est-ce que ça devient intéressant? Quels sont ces fameux sous-groupes où le conflit semble avoir un impact réel? Alors, il y en a 3 principaux qui ressortent très nettement, de manière statistiquement significative. Premièrement, ça dépend du type de douleur chronique. Comment ça? Le lien entre le conflit au travail et la lombalgie chronique est avéré, il est significatif, mais uniquement pour les personnes qui développent une douleur chronique sans sciatique associée. Ah d'accord, donc pas quand ça irradie dans la jambe. Exactement. Pour ceux qui ont mal au dos, de façon chronique, mais sans cette irradiation sciatique, eh bien, le fait d'avoir vécu un conflit est associé à une augmentation du risque d'environ 13%. Le HR est à 1,13 et là, l'intervalle de confiance, 1,04-1,23, est entièrement au-dessus de 1. C'est intéressant ça. Ça suggère que la nature même de la douleur chronique qui s'installe pourrait être un peu différente selon le contexte conflictuel? C'est une piste que l'étude soulève, oui. Le deuxième groupe, et là c'est peut-être le résultat le plus frappant, Oui. ce sont les jeunes adultes, la tranche d'âge 18-30 ans. Les plus jeunes? Vraiment, oui. Pour eux, le fait d'avoir signalé un conflit au travail est associé à une augmentation du risque de développer une lombalgie chronique qui est assez notable, de l'ordre de 32%. 32%? C'est énorme. Oui, le hasard est à 1,32 avec un intervalle de confiance 1,15-1,55 qui confirme bien la significativité. C'est une augmentation considérable du risque pour cette population jeune. Waouh! Ça, c'est contre-intuitif, non? On imagine peut-être les jeunes plus résistants physiquement, moins sujets à la chronicité. Comment on pourrait expliquer ça? Alors l'étude elle-même ne fournit pas d'explication directe, ce n'était pas son but, mais on peut formuler quelques hypothèses bien sûr. Par exemple? Peut-être qu'à cet âge-là, on a moins d'expérience pour gérer les conflits professionnels, moins de stratégies d'adaptation, moins de recul. Ou alors, peut-être que l'impact du stress psychosocial est différent sur un système musculo-squelettique qui est encore en développement ou en tout cas moins usé par des années de travail. C'est possible. Ce sont vraiment des pistes qui mériteraient d'être creusées dans d'autres recherches. D'accord. Donc, type de douleur, sans sciatique et les jeunes adultes. Et le troisième groupe significatif? Le troisième facteur important, ce sont les antécédents de lombalgie. Ah oui, comment ça joue? Le lien entre conflit et risque de lombalgie chronique est significatif uniquement chez les personnes qui n'avaient pas eu de diagnostic de lombalgie dans l'année, voire plus, précédant le signalement du conflit. Donc, ceux qui allaient bien, du dos récemment. Cela, le risque augmente d'environ 23%, HR égale 1,33, IC 95% égale 1,07, 1,40. Par contre, chez ceux qui avaient déjà un historique récent de lombalgie, eh bien le conflit nous semblait plus augmenter significativement le risque de passage à la chronicité. Alors attends, si je récapitule bien.
Le conflit au travail semble avoir un impact plus marqué sur l'installation initiale de la chronicité. Et ça, chez quelqu'un qui n'avait pas de problème de dos récent, ça pourrait être l'étincelle qui fait que ça s'installe durablement. C'est exactement l'interprétation que suggèrent ces résultats. Le conflit pourrait agir comme un facteur précipitant, ou en tout cas aggravant, qui favorise l'installation de la douleur sur le long terme, mais surtout chez des personnes sans historique récent ou sans vulnérabilité préexistante connue en quelque sorte. Fascinant. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on fait tout ça? On n'a pas d'effet global massif, mais on a des points chauds, des groupes bien identifiés. Les 18-30 ans, les personnes sans mal de dos récent, et pour un type de douleur sans sciatique. Qu'est-ce que ça change pour la prise en charge, par exemple, pour les médecins? L'implication la plus directe, c'est sans doute pour les professionnels de santé, et en particulier les médecins généralistes qui sont souvent en première ligne. Oui. Face à un patient qui commence à avoir mal au dos ou dont la douleur semble s'installer un peu trop longtemps, il pourrait être vraiment pertinent d'aller explorer la dimension professionnelle. Surtout si le patient correspond à l'un de ces profils, jeune, sans antécédents récents. Il faudrait poser la question, en fait. Oui, tout simplement. Demander s'il y a des tensions, des difficultés relationnelles, des conflits au travail. Ça ne devrait pas être une question taboue. L'étude suggère que ça peut être un facteur de risque de chronification important pour certains. Et ça ouvre une réflexion plus large sur le rôle du médecin, non? Absolument. Est-ce que le médecin peut ou doit aller au-delà du symptôme purement physique pour essayer de comprendre le contexte psychosocial du patient? Cette étude apporte de l'eau au moulin du oui, en tout cas pour la lombalgie qui menace de devenir chronique. Comprendre pour mieux agir. Voilà. Identifier qu'il y a un conflit, est-ce que c'est lié à des difficultés émotionnelles personnelles, à une mauvaise communication, à l'organisation du travail elle-même? Ça pourrait être une première étape essentielle. Et ensuite, potentiellement, pouvoir orienter le patient vers des ressources d'aide adaptées. Comme quoi, par exemple? Ça peut être un soutien psychologique, une médiation, si c'est un conflit interpersonnel, une consultation avec la médecine du travail. L'idée est d'agir sur le facteur de risque identifié. Ça élargit pas mal la perspective du soin, finalement. On sort du purement biomédical. Tout à fait. Mais attention, comme pour toute étude scientifique, il faut rester prudent et bien avoir en tête les limites. Justement, quelles sont les limites principales de cette étude allemande? Il y en a quelques-unes à souligner. D'abord, et c'est classique pour ce type de recherche sur base de données, c'est une étude rétrospective. On regarde des données du passé. Ce qui veut dire, Ça montre des associations, des liens statistiques forts entre le conflit et la lombalgie chronique dans certains groupes. Mais ça ne prouve pas de manière formelle et définitive une relation de cause à effet. Même si le conflit est enregistré avant le diagnostic de lombalgie chronique, on ne peut jamais exclure à 100% que d'autres facteurs complexes, non mesurés, jouent un rôle. d'accord, l'association n'est pas forcément causalité. Quoi d'autre? Deuxièmement, il y a la question des facteurs confondants potentiels qui n'ont pas pu être pris en compte dans l'analyse. Comme? Par exemple, le statut socio-économique des patients, leur niveau d'activité physique, le fait de fumer ou non. Ces éléments manquaient dans la base de données utilisée. Or, on sait qu'ils peuvent influencer à la fois le risque d'être exposé à des conflits au travail et le risque de développer une lombalgie. Donc, leur absence pourrait brouiller un peu les pistes, même si l'appariement était rigoureux sur d'autres points. Je vois. Et y a-t-il une limite liée au pays, Evelyne? Oui, c'est le troisième point important. Ces résultats ont été obtenus en Allemagne. Les environnements de travail, la culture managériale, l'organisation du système de santé, tout ça peut varier considérablement d'un pays à l'autre. Donc ce qui est vrai en Allemagne ne l'est pas forcément ailleurs. Exactement. Il faudrait vraiment d'autres études, menées dans d'autres pays, d'autres contextes professionnels, pour voir si on retrouve ces mêmes liens spécifiques entre conflits et lombalgie chronique chez les jeunes ou chez ceux sans antécédents. La prudence reste de mise avant de généraliser ces résultats. C'est une mise en garde essentielle. Bon, alors si on essaye de synthétiser le message principal de cette exploration, qu'est-ce qu'on retient? Que l'image est nuancée. Oui, c'est ça. L'étude allemande nous montre que, globalement, le conflit au travail n'est pas un déclencheur universel de lombalgie chronique pour tout le monde. Ça, c'est le premier message. Exact. Par contre, et c'est là que ça devient crucial, il semble significativement lié à ce risque pour des profils bien particuliers. Lesquels déjà? Les jeunes travailleurs, entre 18 et 30 ans, Oui, d'accord. et ceux dont la douleur chronique qui s'installe est de type lombaire pur, sans irradiation sciatique. Voilà. Pour ces groupes-là, le lien est statistiquement significatif. Donc, l'impact n'est pas généralisé, il est ciblé. C'est une excellente synthèse. Et peut-être qu'on peut prendre juste une seconde pour prendre un peu de hauteur. Oui, bien sûr. On sait
Et c'est bien établi que la lombalgie chronique est un problème multifactoriel. Il y a le physique, le psychologique, le social. Mhm. On sait aussi que le stress, les facteurs psychosociaux, y compris les conflits, sont extrêmement fréquents dans le monde du travail actuel. Malheureusement, oui. Eh bien, cette étude vient ajouter une pièce importante au puzzle. Elle suggère que pour certaines personnes, le lien entre le climat psychosocial au travail et la santé physique, en l'occurrence la santé du dos, est peut-être plus direct, plus fort qu'on ne le pensait. Ce qui nous amène à une réflexion finale, peut-être. Oui, une réflexion un peu plus large, qui dépasse le cadre strict de l'étude. Si on accepte ce lien, même s'il est spécifique à certains groupes, quelle est la responsabilité, mais aussi peut-être l'opportunité pour les entreprises, pour les organisations? L'opportunité. Oui. Au-delà de la simple gestion des risques professionnels classiques ou de la recherche de productivité, ne devrait-elle pas s'interroger davantage sur la manière de créer des environnements de travail qui préservent activement la santé? Pas seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique de leurs employés? En agissant sur quoi, par exemple? En agissant sur le climat social, sur la qualité de la communication, sur la manière dont les désaccords sont gérés, sur la prévention et la résolution des conflits, l'idée serait de reconnaître qu'il y a un lien potentiellement intime entre l'ambiance d'une organisation et le bien-être physique concret de ceux qui la font vivre. C'est une perspective intéressante. Le bien-être au travail qui dépasse le simple slogan pour avoir des implications très physiques. Exactement. C'est une question ouverte, une piste à méditer sur la responsabilité sociale et sanitaire des entreprises face à des maux aussi répandus que le mal de dos chronique.